si je vous dis que tous les week-ends, je passe entre 2 et 4 heures à cuisiner des produits frais, bio et locaux, que j'améliore sans cesse mes recettes pour ravir les papilles de tous les gens qui passent la porte de ma maison. Je comprendrais que vous soyez impressionnés. Calmez-vous, je suis marié, tout n'est pas vrai. Maintenant, si je vous dis que la moitié de ce que je prépare, je le mets directement dans mon congélateur sans même y toucher, et que personne ne mangera ça, jamais. Là, tout de suite, vous êtes un peu moins impressionné. Et je vous comprends, parce qu'en vrai, je dépense beaucoup de temps, d'argent et d'énergie à faire quelque chose qui ne sert à rien. Sur le papier, ça paraît pas super malin. Et pourtant, la moitié de ce qu'il y a dans vos backlogs ne sera jamais, ou quasiment jamais, utilisé. La première fois que j'ai lu ce chiffre, j'avoue que j'ai pris une petite claque, et je vous invite d'ailleurs à lire l'article d'où provient cette source. C'est un article de Marty Kagan de la Silicon Valley Product Group. Hyper intéressant, un peu violent, mais hyper intéressant. J'ai mis toutes les références à la fin dans un slide. Si j'oublie de le passer, vous pouvez me le demander. La différence entre ma cuisine et vos projets, c'est que moi, au moins, quand j'ai plus de place dans mon congélateur, je dois le vider pour remettre des nouveaux trucs inutiles dedans. Alors qu'avec n'importe quel outil de ticketing moderne, vous avez un congélateur infini. C'est incroyable. Dieu bénisse Jira. Laissez-moi vous raconter une deuxième petite histoire. On est en 2019, je travaille dans une grande ESN pour un client dans le télécom que je nommerai pas. Le client, par l'intermédiaire de son product owner, nous demande une nouvelle fonctionnalité. 2 mois de dev, une équipe d'une dizaine de personnes, au TJ moyen, je vous laisse faire les calculs, on parle déjà d'un peu d'argent. On fait le truc, on teste, ça marche, on livre, tout le monde est content. Sauf moi. Parce que je suis quelqu'un de pénible, j'ai un mauvais fond, ceux qui me connaissent le savent. Et moi, je vais voir le product owner et je lui demande « Ok, donne-moi les statistiques d'utilisation. » J'arrive pas à les avoir. Mais comme j'ai vraiment un mauvais fond, je redemande encore, encore et encore. Et quelques mois après, j'ai l'info. Alors je vous fais pas de teasing. Hein. Personne n'utilise le truc. Littéralement personne. En 4 mois, il y avait genre 2 utilisations. Le product owner, je pense, et un mec qui avait mis ce clic sur l'interface. Ok. Et là, je commence à me poser de plus en plus de questions. Et à ce moment-là, dans ma carrière, j'accompagnais pas mal d'équipes en tant que formateur, en tant que consultant, que coach, etc. Et je commence à poser la question autour de moi. Savoir si ce que je vivais, c'était un truc isolé, ou si, en fait, dans les équipes tech, c'est quelque chose qu'on voyait de manière répandue. J'ai pas été déçu. J'ai interviewé plein de PO qui se contentaient de retranscrire en spécification ce que racontaient les experts métiers, sans avoir aucune idée de l'impact que ça pouvait avoir pour des utilisateurs. J'ai rencontré plein de devs qui, eux, se rendaient parfaitement compte que ce qu'ils étaient en train de développer ne servait à rien. J'ai même rencontré des équipes produits qui n'étaient pas foutues capables de raconter ce que faisait le produit. Là, on est pas mal, là. Et moi, qui suis passionné de tech depuis 15 ans, comprendre ça, vraiment comprendre ça, ça m'a un peu mis une claque. Alors, j'ai trouvé un tunnel sombre dans lequel je suis allé pleurer la nuit. Souvent. C'était un peu ma thérapie à moi. Et ça m'a même fait changer de métier. Et je vais y revenir.
Parce que, avant d'essayer de vous donner quelques conseils, quelques pratiques que j'essaye de mettre en place au quotidien pour essayer de produire plus utile, je voudrais revenir sur pourquoi on en est là. Pourquoi notre monde, la tech, qui est composé de gens brillants, la plupart du temps plein de bon sens. Ouais, il y a des exceptions, mais on n'en parlera pas. Pourquoi ce monde arrive à produire autant de trucs totalement inutiles? Et le premier point sur lequel je voudrais appuyer, c'est qu'on construit des équipes, voire des usines orientées delivery. Le but de ces équipes, c'est de produire. Si elles produisent, on est content. Alors comment ça se passe? Laissez-moi vous raconter. Souvent, dans une entreprise, Michel, au milieu, a une idée. Une super idée de produit, ou alors une idée pour améliorer un produit existant. Il est super enthousiaste, et il va donc aller voir le département IT, ou software, ou logiciel, ou quel que soit le nom que porte l'endroit chez vous où les gens boivent trop de café et ne voient pas assez le jour, pour exposer son idée. Et lui, Michel, il a envie que ça se fasse le plus vite possible. En face de lui, le département IT va lui monter un dispositif. C'est le terme officiel que porte la réponse aux besoins de Michel. À quoi ressemble ce dispositif? La plupart du temps, à ça. Michel est le client, et il va s'adresser à un fournisseur, qu'il soit interne ou externe, pour réaliser ses demandes. Son fournisseur va lui fournir une équipe, avec un Scrum Master, des développeurs, et puis, un bon fournisseur va lui dire « Écoute, Michel, il va falloir que tu nous donnes quelqu'un qui rédige les demandes, un product owner. » Mais Michel, il n'a pas ça en stock. Dans l'équipe métier, tout le monde travaille à 100, 120%. Donc, pro type, dans ces cas-là, je vous le donne. Si vous avez affaire à ce problème, vous identifiez quelqu'un random, côté business, vous le nommez PO. Sur le slide, vous mettez 30%. Parce que si vous mettez 0%, ça se voit que c'est con. Du coup, ça ne passera pas dans les comités. Une fois que vous avez fait ça, le fournisseur n'est pas totalement débile, il va dire ça ne marchera pas, on a CDEV, un mec à 30%, ça ne marchera pas, donc vous dégainez le PPO, cette belle invention qui va prendre les idées du PO et les retranscrire pour le fournisseur. Mettez ça à l'échelle avec une petite dizaine d'équipes et vous avez construit une usine à produire des lignes de code. Félicitations, Henry Ford serait fier de vous. Et vu qu'on est agile, si, regardez les titres des gens, on va pouvoir également sortir l'outil parfait pour s'assurer que notre fournisseur a bien la productivité qu'on lui demande. Je vous le donne en 1000, la sacro-sainte vélocité. Alors, on commence par établir dès le début, de manière fixe, quelle sera la vélocité du fournisseur. On en fait un KPI, et on s'assure que sprint après sprint, ce chiffre est respecté par l'équipe. Ça choque personne? Non mais sans déconner, qu'est-ce que vous ne comprenez pas à propos de la vélocité? Ce truc est simple. Scrum est basé sur un truc, l'empirisme. La météo d'hier nous permet de savoir comment prévoir demain. C'est tout. La vélocité, ce n'est que ça. Ça m'énerve tellement que j'en ai fait un t-shirt. Alors, n'hésitez pas à le commander, tous les fonds seront reversés à des victimes de framework à l'échelle. La vélocité, ça m'énerve tellement que je vais essayer de vous exposer en moins d'1 minute ce que c'est et comment ça se calcule. Si j'y arrive, à la fin, je ne vous interdis pas d'applaudir, mais faites en sorte que ce soit naturel. Alors, normalement, je ne triche pas. Voilà, j'attends. OK. Au sprint précédent, combien de points d'effort mon équipe a-t-elle réussi à réaliser? 88.
On prend les stories, il y a les points dessus, on compte, ça fait 88. Quelle était la capacité du sprint précédent? C'est facile. On prend le nombre de développeurs, on multiplie par le nombre de jours, on enlève les jours d'absence, et on obtient 5 développeurs, 10 jours, 4 absences, 46 jours. OK, au sprint qui démarre, combien on a de jours? Tout le monde est là. Fantastique, 50. Attention, gros niveau de mathématiques, produit en croix. On atteint mes limites, je ne ferai pas mieux. 95 points, c'est votre vélocité pour le sprint qui commence. Ce n'est que ça. Ça change à tous les sprints, et ce n'est pas un KPI. Il me reste 12 secondes. Oh non, fallait pas. Mais revenons-en à pourquoi j'ai un problème avec les delivery factories. Le but de ces usines, c'est de produire. Et plus elles produisent, plus on est content. Sauf que mon problème, c'est que moi-même, j'ai participé à ce système. En tant que Scrum Master, j'étais extrêmement fier d'avoir augmenté la productivité de mon équipe de 80%. Chiffre à l'appui. Le client, super content. Ma boîte, super content. Moi, super fier. À l'époque, j'étais le roi du game. Le problème, c'est que je ne jouais pas au bon jeu, en fait. Et quand on se base sur un seul truc, la capacité à délivrer, on se retrouve à délivrer des choses dont tout le monde se fout. On se retrouve avec quoi? On se retrouve avec des product owners. S'ils respectent leur vélocité, tout le monde est content. Des développeurs, plus ils produisent, tout le monde est content. Moi, dans ce système, je trouvais pas j'étais plus bien. Alors de plus en plus, je retournais pleurer seul dans mon tunnel. Puis je me suis dit, est-ce que je peux pas essayer moi-même de me heurter au problème de l'intérieur en prenant un rôle dans le produit et en essayant d'aller voir si on peut produire plus utile. Alors, teaser, c'est dur, je me plante beaucoup, je produis encore des choses inutiles, mais je vais essayer de vous dérouler 5 pratiques sur lesquelles je pense qu'on peut faire mieux pour éviter cette production inutile. Il n'y a rien de révolutionnaire. La plupart des outils, je pense que vous les connaissez déjà, mais moi, en tout cas, je ne les exploitais pas comme il faut, et je pense qu'en s'améliorant là-dessus, on peut éviter du software inutile. La première, les personas. J'adore ce truc. Tous les product owners que j'ai accompagnés en tant que consultant coach, si c'était une création de produit, je commençais quasiment toujours par là. Elevator pitch, persona. On dresse les portraits des utilisateurs principaux de notre application et on va faire matcher les besoins en fonction des personas. Jusque-là, c'est super simple. Sauf que, moi, en tout cas, ce que je faisais pas bien, ou en tout cas, ce que j'ai amélioré par la suite, c'est qu'au début du produit, je dressais mes personas, on les affichait au mur, on était content, et on s'arrêtait là. On peut aller beaucoup plus loin que ça. Je vais faire un petit sondage dans la salle. Qui, aujourd'hui, utilise des personas? Juste tout court, voilà. Pas mal. Qui a défini ces personas dans un wiki ou un truc accessible par tout le monde? On a déjà un peu moins. Qui les utilise dans toutes ses stories? On n'a plus que 2. on va galérer. Hein. Dans la doc, je crois qu'on est à 0. Je peux continuer comme ça. Dans les présentations envers tout le monde, notamment les stakeholders, et dans le code, et notamment tous les tests. Bien joué. Ça, le fait d'avoir fait ça, ça a tout changé dans la manière dont j'appréhende cet outil. Et en fait, en faisant ça, vous ancrez. Parce qu'un persona créé au début du produit affiché sur un mur, je peux vous garantir que 2 mois, 3 mois, 6 mois après, tout le monde l'a oublié. L'exercice, il est cool, mais tout le monde l'a oublié. En l'utilisant au quotidien, partout, tout le temps, vous ancrez. Vous imaginez pas
le nombre d'équipes produits qui écrivent toutes leurs stories comme ça. As a user, I want to cancel a reservation. Non mais si toutes vos stories sont as a user, bah, virez-le le truc, ça sert à rien en fait. Vous avez juste une répétition, enfin, ça vous fera gagner un peu de temps. Le persona, il donne quoi? Il vous donne le contexte. Si je reprends cet exemple-là, je vais vous montrer une autre façon de l'écrire. As Stéphanie, persona, dédié chez vous. Je veux annuler une réservation. Sauf que Stéphanie, c'est un persona back-office. Ce n'est pas l'end-user de votre appli qui va utiliser, par exemple, votre site de e-commerce. C'est quelqu'un en back-office qui aide les gens. Du coup, ici, j'ai le contexte. Quand je parle de Stéphanie, tout le monde sait ce qu'elle fait. Là, j'ai l'action. Celle-ci, normalement, vous l'avez. Et ici, j'ai l'impact. Et rien que l'utilisation des personas me permet de faire ça. Alors évidemment, si c'est dans les tests, si c'est partout, ça aide. Je vais revenir sur la dernière phrase. Créer de l'impact, c'est changer la vie d'un utilisateur. La première fois que j'ai lu ça, je suis désolé pour une fois, je n'ai pas la source, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas noté. Mais la première fois que j'ai lu ça, j'ai pris une claque. Pensez à votre backlog. Imaginez-le mentalement, déroulez les premières stories là, et pensez à cette phrase. Quel est le nombre de stories qui vont vraiment améliorer la vie, changer la vie d'un utilisateur? Alors je peux le faire mentalement et je sais que c'est dur, parce qu'il y en a plein, c'est pas le cas en fait. Alors oui, vous me direz, on a besoin de stories techniques, on a besoin de plein de trucs, oui. Mais si sur 90% de vos stories, ça, c'est pas vrai, c'est pas dit que vous soyez en train de construire du software utile. Ok. C'est le premier point. Les personnages, je pense que vraiment, on ne pousse pas assez la pratique. Et cette notion de contexte et d'impact, elle est vraiment hyper puissante. Deuxième point. Si vos user stories sont des spécifications, je pense que vous avez raté un truc dans votre transfo agile. Rigole pas, Caro. Il faut arrêter d'essayer d'écrire des documents parfaits. Parce qu'une spec, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye que ce soit parfait, que ça réponde à toutes les questions. Pourquoi je dis qu'il faut arrêter d'essayer d'écrire des documents parfaits? La première raison, c'est parce que c'est impossible. Et la deuxième raison, c'est parce que ça prend beaucoup trop de temps. Et qu'est-ce qui va se passer quand vous avez passé un temps infini à rédiger une spec, que c'est un bijou, et que Michel, le développeur, il vient vous voir pour vous poser une question? Ben ouais, tout est écrit, t'as qu'à lire. Non, puis moi j'ai 20 jours de boulot sur la prochaine story là. Donc s'il te plaît, j'ai du travail. Sauf que ce qui part en production et qui est utilisé par vos utilisateurs, ça n'a jamais été les specs. C'est l'interprétation des développeurs transformée en code qui fabrique un produit. Donc votre spec, elle aura beau être parfaite, c'est pas ça qui va en prod. Jamais. Vous aurez beau faire ce que vous voulez. Alors peut-être si vous faites du no-code, mais... Et à vouloir tout écrire, on se prive d'un truc. On se prive d'une bonne partie du cerveau des devs, des ingénieurs qui bossent sur le projet. Tout ce qu'on leur demande, c'est de traduire du Jira en Java. Par contre, est-ce que la spec est bonne? Est-ce qu'ils peuvent faire mieux? Est-ce qu'ils ont des idées? Non. Ça ne nous arrange pas du tout. Qu'est-ce que je propose là-dessus? Les user stories, quand elles ont été définies, quand elles ont été inventées, elles visaient un truc: atteindre la compréhension mutuelle. Le but d'une story, c'est ça. Donc, commencez à rédiger un truc imparfait, faites une maquette au tableau, sketchez, mettez une ou deux règles de gestion nominales,
et provoquer une discussion. Prenez un tableau blanc, attrapez votre expert métier, attrapez un testeur, des développeurs, et provoquez une conversation. Le résultat de cette conversation, avec quelques tests, etc., ça, ce sera une story ready to dev. Pourquoi? Parce que tout le monde est aligné sur ce qu'on cherche à faire, et tout le monde est aligné sur comment on veut le faire. Et tout le monde est persuadé que c'est la meilleure façon de le faire. Les stories, c'est ça. Hein. C'est pas juste parce qu'on met une spec dans du Jira qu'on appelle ça une story. Alors oui, c'est un peu pénible. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire comme on a toujours fait. Il y a un moment, sinon, il ne faut peut-être pas essayer de faire de l'agilité, en fait. Troisième point. Une des raisons pour lesquelles on produit plein de software inutile, c'est qu'on mesure à peu près rien. Ce qui est assez étrange, parce que la plupart du temps, des données, on en a. Alors, moi, j'en ai pas encore. On n'est pas encore en production avec des users dessus. Là, on est sur du... On va atteindre les pilotes, et croyez-moi, j'ai hâte. Donc, petit disclaimer, vous avez besoin d'un soft en prod avec des users dessus pour faire ça, mais quand vous avez une idée produit, qu'est-ce qui vous empêche d'aller voir en base de données si le truc est déjà utilisé ou non, si c'est plébiscité ou non? Il y a plein d'apprentissage là-dedans. Il n'y a pas besoin de mettre des trucs hyper compliqués, de tracking, etc. Non, allez juste explorer les données que vous avez. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est, admettons, vous voulez essayer, par exemple, de faire une story pour ajouter un nouveau moyen de paiement. Regardez quels sont vos personas, essayez d'aller voir qui paye comment, qu'est-ce que vous visez, etc. Ça se trouve, vous avez un site où 90% de vos utilisateurs sont des gens plutôt âgés qui n'ont jamais entendu parler de PayPal et qui n'ont pas du tout envie de l'utiliser. Ça paraît une super story dans l'idée. Ouais, on fait du e-commerce, on va ajouter PayPal. Tout le monde a PayPal. Ouais, mais nos utilisateurs s'en moquent. Il y a un truc que je trouve cool aussi, c'est si les données nous indiquent que notre core business, par exemple, on veut développer un truc qui est vraiment dans le core business. Vous analysez vos données et vous vous rendez compte que c'est très peu utilisé. Et vous avez un vrai problème, en fait. Pourquoi est-ce que le cœur de votre business n'est pas utilisé suffisamment? Parce que là, c'est même, stratégiquement parlant, c'est même un truc un peu étrange. Bah, c'est peut-être le moment d'aller fouiller un peu plus les données, d'identifier les personas sur lesquels ça ne marche pas, et d'aller mener des interviews avec ces gens-là pour comprendre. Avant d'ajouter des nouvelles fonctionnalités sur un truc qui ne marche pas, ce serait peut-être pertinent d'essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas et de fixer le truc. On peut même aller plus loin si, pour le coup, vos données indiquent que ça paraît être une bonne idée de développer quelque chose, mais que vous n'êtes pas sûr. Il y a deux approches qui sont énormément utilisées. La première, classique, qui est de dire on va développer le plus petit truc possible pour apprendre, on va le livrer et on va mesurer. Et vous pouvez aller plus loin avec un truc que je trouve hyper cool, que j'ai encore jamais fait, mais un jour, il faut vraiment que j'essaye. Vous pouvez faire ce qu'on appelle des fake door tests. C'est-à-dire que vous ne développez pas la fonctionnalité. Vous ajoutez juste un bouton sur l'IHM. Ça, c'est un site de e-commerce que j'ai trouvé je ne sais plus où, où, quand vous voulez changer la langue, ça vous dit « Ah tiens, ça vous dirait de changer la langue ?» Ils ne l'ont pas développé. Mais par contre, ils mesurent le nombre de personnes qui ont cliqué sur « Je voudrais changer la langue ». S'ils ont suffisamment de clics, ils vont commencer à réfléchir au fait d'implémenter la fonctionnalité. Je trouve ça super cool. Amazon a fait ça plein de fois, typiquement sur la Saint-Valentin, pour faire de la livraison de fleurs, etc. Tiens, ça vous dirait de livrer des fleurs à votre chérie? Vous appuyez sur oui, ah bah on va y penser. Alors ça peut être un peu déceptif par contre, faut faire gaffe à ça. Quand on est un site de e-commerce, grand public, etc., ce qu'ils font pour éviter le côté déceptif, c'est qu'ils vous filent un bon d'achat de 10 € ou de 10%, bref, pour vous pas avoir une expérience négative. J'adore cette stratégie. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça permet de sortir
de l'ego quand il s'agit de décider ce qu'il faut faire? Bah ouais, parce que on a tous des idées et on pense tous qu'elles sont brillantes. C'est pas le cas. Si on fait des stats, il y a à peu près la moitié qui sont nazes. Sauf que on a un peu d'ego et que c'est compliqué de se dire que l'idée de génie qu'on a eue avant-hier, en fait, personne n'en veut. Alors que si on fait ce genre de truc, c'est factuel. On a des chiffres qui nous disent désolé, en fait, personne n'en veut. On met l'ego de côté et on peut passer à autre chose. Est-ce qu'il y a des développeurs dans la salle? Ah cool, je vais pouvoir me mettre des gens à dos. Avant de commencer, je suis un ancien dev, j'adore la tech. Je pense qu'il y a des commits signés à mon nom dans à peu près 3 technos sur le projet. Ils ont tous été refaits par des vrais devs, rassurez-vous. Et je consacre beaucoup de temps à l'excellence technique. J'ai déminé, c'est bon? Ok. J'ai un problème avec les développeurs bâtisseurs de cathédrales. J'ai un vrai problème avec ça. Les gens qui adorent ajouter de la complexité pour la complexité. Pourquoi ça me pose un problème? Premièrement, tous les développements prennent un temps infini parce qu'il faut mettre 20 couches d'abstraction et tel design pattern super cool, alors qu'il n'y a pas du tout besoin. Et le deuxième problème que ça me pose, c'est que quand vous avez des gens comme ça dans une équipe, tous les autres ne veulent plus intervenir sur la base de code source. Parce que c'est beaucoup trop compliqué, c'est un enfer. Du coup, vous êtes obligé de mettre en place des primes de pénibilité, il faut voir ça avec les RH, c'est compliqué, je vous le déconseille. Sauf que, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce qui part en production dans vos logiciels, c'est bien le code des développeurs. Donc si vos devs, la seule chose qui les intéresse, c'est de s'amuser techniquement, en prod, vous avez des jeux techniques. Alors qu'en fait, ce qu'on voudrait, c'est une appli, nous. Alors oui, faites du TDD. Oui, faites du DDD. Si vous ne les avez pas, c'est pas grave. Oui, faites du BDD, mais surtout, faites du PDD. Je l'ai piqué à mon copain Vincent. Pragmatic Driven Design. Vas-y, fais la photo. Il n'y a pas plus important que ça. Je vais y revenir. L'excellence technique, ça sert à un truc. Ça sert à raccourcir la boucle de feedback dans une application dans laquelle on est serein d'évoluer. Et je me suis toujours dit que c'était hyper cool de s'autociter sur une conf, donc je l'ai fait. Voilà, ça c'est fait. Plus sérieusement, si la seule chose qui vous intéresse, c'est le code par le code pour le code, juste évitez de postuler dans mes équipes. Dernier point, pratiquer la suppression comme un sport de haut niveau. On va faire un petit jeu. On va essayer de vous souvenir à peu près de combien d'items vous avez dans votre backlog. Et levez la main si... alors, je l'ai fait, moi, ce truc. Au moment où j'ai écrit cette conf, j'ai pas triché. J'ai tout compté. Les tâches techniques, les stories, les bugs, tout. On est une équipe d'à peu près 10-12 personnes. Je peux faire mieux, mais à l'époque où j'ai écrit ce talk, j'avais 75 items dans mon backlog. Qui en a plus que ça? Levez la main. OK. Est-ce que quelqu'un en a plus de 200? OK. On va monter. Est-ce que quelqu'un, par hasard, en a plus de 500? Ouais, on a encore du monde, 1000? J'ai quelqu'un? Est-ce que j'ai qu'une seule personne sur 1000? OK. Alors, première chose. Est-ce que tu peux lui passer ça? Voilà, petit cadeau avec mon soutien. J'adore ce bouquin, c'est une des inspirations sur cette conf, Escaping the Build Trap.
de Mélissa Perry. Ça n'a pas battu mon record. Le record que j'ai eu en consulting, 2500. 2500 items dans le backlog. Le premier truc que vous pouvez faire, c'est virer le PO. Il n'y a plus besoin de PO. Pour les 10 prochaines années, on est tranquille. Donc là, vous réduisez la masse salariale, c'est bien. Le seul problème, c'est que si quelqu'un a une idée et qu'on met ça en bas du backlog, il faut prévenir les utilisateurs, ce sera dans 10 ans. Voilà, c'est le tarif, c'est 10 ans. Je vous ai tellement vu venir. À chaque fois que je parle de ce sujet. Non mais, nous, supprimer c'est chaud, on va archiver plutôt. Non, parce que tu comprends, on a écrit des trucs, on voudrait s'en souvenir, c'est tricher. Parce que autant mettre en bas du backlog, c'est pareil. De toute façon, vous ne voulez pas le faire, le truc. C'est ça l'idée. Moi, je pense que quand on en est là, il y a deux choses. Soit on a trop écrit. Effectivement, si on a passé 2 semaines à faire une spec, que finalement, ce n'est pas forcément la meilleure idée de produit du monde. L'effort mental et émotionnel pour aller supprimer ce truc-là, il est violent. Il y a parfois des pages de doc, des schémas, des trucs, une réflexion intense. Et là, vous supprimez. C'est dur. Si vous écrivez moins, c'est plus facile. Ben ouais. Non, parce que vous verriez mes stories, moi je peux les supprimer. J'écris 3 lignes, je fais un dessin au tableau, je fais une photo, je mets ça dans Jira, on en discutera plus tard. Ah, c'était une mauvaise idée, supprimer. Et puis, s'il faut la refaire, oh mon Dieu, ça va me prendre 10 minutes. Deuxième point. Oui, mais c'est une demande client. On ne peut pas supprimer une demande client. Bah si, en fait. Parce que, 1, le client n'a pas toujours des idées de génie. Et 2, c'est votre produit. Donc si, stratégiquement parlant, vous ne voulez pas faire ce machin, pourquoi vous allez le laisser traîner là au fond du backlog ou en archive pendant des mois? Comment ça se passe, du coup, en termes de priorisation? Vous faites des revues de 2500 tickets en Product Backlog Refinement? Alors aujourd'hui, on va s'attaquer aux tickets entre 850 et 980. La réunion durera 2 heures. Bonne chance. Je comprends pas, les devs, ils n'ont pas envie de venir. Je m'étonne. Alors, un petit outil que j'utilise pour pratiquer la suppression à haut niveau. J'utilise pour faire 2 choses. J'utilise pour que les stories ne rentrent pas dans le backlog. C'est un peu comme avec l'écologie, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. La meilleure US, c'est celle qu'on n'écrit pas. Et je l'utilise à rythme régulier, à peu près tous les 15 jours, pour faire de la suppression. Je m'oblige à me prendre du temps, en tant que PO, pour supprimer de manière régulière. Généralement, l'équipe le voit parce que ça spamme le Slack. David a supprimé, David a supprimé, David a supprimé, David a supprimé. C'est chiant. Voilà. Alors, comment j'utilise ça? J'ai encore piqué ce truc à Marty Kagan. Vous verrez, c'est un peu une récurrence dans la conf. Le premier cadran, c'est est-ce que ça apporte suffisamment de valeur? Et alors, ce truc m'a posé problème pendant des années. En tant que Scrum Master, en tant que coach, etc. À chaque fois, j'étais là, il faut prioriser par la valeur. Ouais, il dit comme ça paraît plutôt pertinent. On fait comment? Moi, j'aime bien cette autre question. Est-ce que des gens sont prêts à mettre du pognon pour ça? Genre vous. Vous êtes utilisateur de votre produit, il y a une nouvelle feature qui sort. Est-ce que vous êtes prêt à donner de l'argent pour la feature? Souvent, la réponse est non. Donc ça, j'aime beaucoup, cette question. Elle est un peu violente aussi, mais je l'aime beaucoup. Le deuxième cadran, c'est plutôt de l'UX. Est-ce que c'est suffisamment facile à comprendre? Est-ce que c'est utilisable? Est-ce que l'idée qu'on a là, si on la déploie, les gens vont comprendre et réussir à s'en servir? Des fois, ce n'est pas le cas, en fait. Il faut le retravailler. Et en entre-temps, je supprime. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'avec les compétences qu'on a, les technologies qu'on a, on est capable de le faire? Parce que des fois, on a des idées incroyables. Moi, je me souviens, à l'époque, je faisais du dev.
On était une équipe de 5 personnes. Les autres étaient bons. Et la product owner, en sprint planning, nous montre une fonctionnalité en disant « Ah, je voudrais ça ». C'était une capture d'écran du site de la NASA. Ça a l'air bien, mais nous, on est 5. Enfin, 4,5. Eh ben, on l'a pas fait, hein. C'était juste pas possible. C'était cool, en vrai, c'était super cool comme fonctionnalité, mais c'était pas possible. Et puis, le dernier, est-ce que c'est viable d'un point de vue business? Qu'est-ce que j'entends par là? C'est est-ce qu'on ne va pas dépenser plus d'argent à le faire que ce que ça va nous rapporter? Celle-ci, je trouve qu'on ne se la pose pas assez. Personnellement, je ne me la pose pas encore assez. Mais elle est quand même pertinente. Et donc, avec ce cadran, je passe ma vie à dire que le job du PO, c'est de dire non à peu près tout, pour qu'il y ait quelques trucs utiles qui passent. Le but, c'est d'être là. Et c'est dur. J'en arrive au moment de la conf où, normalement, je fais une sorte de récapitulatif pour ancrer dans vos cerveaux ce que j'ai raconté. Mais je sais que j'ai ici des gens brillants à la mémoire largement supérieure à la moyenne. Du coup, je me suis dit que je n'allais pas le faire et que j'allais utiliser ce temps pour vous livrer une petite réflexion personnelle autour de l'agilité. Marty Cagan, encore lui, dans une keynote à Paris, disait « Si vous ne livrez pas de la valeur tous les 15 jours à vos utilisateurs, vous n'êtes pas agile. » C'est violent. Et j'aimerais reformuler un peu avec mes mots. Pour moi, si vous n'êtes pas sur le chemin de livrer de la valeur régulièrement et d'avoir de l'impact pour vos utilisateurs, et si pour vous c'est OK de livrer des trucs inutiles tous les 9 mois, alors non, vous n'êtes pas sur le chemin de l'agilité. L'agilité, pour moi, c'est 2 choses. L'excellence technique, qui permet de délivrer sereinement des choses à rythme régulier. Et l'utilisation de cette capacité pour aller tester auprès des utilisateurs si nos hypothèses sont bonnes ou non. En utilisant ces 2 trucs, on peut faire du software plus utile. Moi, c'est David Lézé. Je fais du produit chez Biomérieux. Mon boulot, c'est d'essayer de sauver des vies avec de la tech. Du coup, j'essaie de faire le moins de trucs inutiles possible, parce que ça fait sens. Et si, comme moi, des fois, le soir, vous pleurez dans des tunnels sombres, j'espère vous avoir transmis 2 choses. Premièrement, quelques outils. Et deuxièmement, mon inébranlable conviction, non, produire du software inutile, ce n'est pas une fatalité. La lumière existe au bout du tunnel. Et chaque petit morceau de logiciel qu'on livre et qui a un impact est la meilleure des thérapies. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous voulez faire du feedback en synchrone, je peux prendre des questions, on a un peu de temps. Sinon, en asynchrone, je prends aussi comment améliorer cette conf, etc. avec grand plaisir. J'ai oublié, merci pour l'argent. Et j'ai encore oublié, si vous voulez des références, le bouquin de Mélissa Perry que j'ai offert tout à l'heure. Si vous avez la flemme, il y a une keynote, donc en 40 minutes, ça vous résume ça. Du Marty Cagan, des vieux bouquins, mais qui sont toujours inspirants. Je vous ai mis aussi un truc que j'ai cut de la conf, désolé, mais sur du l'UX design, avec Daniel Pidcock et un framework que j'utilise beaucoup en Discovery. N'hésitez pas à prendre tout ça, il y a des choses assez inspirantes là-dedans. S'il y a des questions, pas de souci. Bonjour, merci. Bonjour. Bah,
De rien. J'ai une question parce que, de mon point de vue, il m'a manqué quelque chose qui aurait pu résoudre un peu rapidement un peu tout ça et qui aurait été crucial pour le point numéro 2, notamment dans les user stories. Et pourquoi ça a été un peu évité tout au long du talk. Ok. Pourquoi le terme de besoin n'est quasiment jamais apparu? Je ne crois pas l'avoir entendu. Est-ce que tu peux développer? Qu'est-ce qui t'a... Le besoin client, en fait, parce que c'est pas le tout d'avoir une idée, c'est intéressant, mais si personne n'en a besoin derrière, personne ne l'utilise, et on a beau produire de la valeur pour le métier qui pense que c'est utilisable et utilisé, mais cette valeur n'a pas de sens, en fait. Pour moi, c'est ça. Ok, alors mon approche, elle est un peu biaisée par la manière, enfin, par là où comment je travaille. J'ai pas spécialement de clients, dans le sens où je fais du produit. Et le but du jeu, c'est en discovery d'aller essayer d'explorer l'intégralité des besoins de tous les clients pour aller trancher vers où on va en termes de stratégie et non pas prendre un besoin et le réaliser. Je m'interdis de faire ça. Pourquoi? Parce que c'est très certainement un vrai besoin pour un client, mais que quand on fait du SaaS, on ne peut pas se permettre de répondre à tous les besoins de tous les clients. Donc clairement, je pense qu'il y a un biais dans ce talk. Je parle vraiment effectivement quand on est plus sur du produit plutôt que devoir répondre à des besoins clients. Clairement, ouais, mais merci pour le feedback. Merci beaucoup. Bonjour. Je suis par ici sur la gauche, ouais, au fond. Là, ça marche. Ouais, j'avais une question qui est peut-être un peu technique. Je me posais une question sur la feature factice, genre changer de langage. Je me demandais, est-ce que tu aurais des idées pour genre mesurer l'impact négatif, voire même est-ce que c'est possible? Et sur des sites où genre t'es pas un gros site comme Amazon et tu fais pas des bons de réduction, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu pourrais imaginer pour mitiger cet impact négatif? Ouais, clairement. Il y a quelque chose qu'on n'a pas vu ici, mais je trouve que le fait d'ajouter une zone où les gens peuvent s'exprimer peut être cool. Donc un textbox classique, juste pour avoir du feedback un petit peu plus enrichi. Clairement, tu peux aussi utiliser des notions d'échelle sur le côté est-ce que j'ai pas du tout envie de voir ça arriver ou à quel point j'ai envie de le voir arriver. Donc la combinaison de ces deux trucs-là, pour moi, est intéressante. Je tempère juste sur un point. Pour moi, il faut que ça reste un truc hyper simple à saisir. Idéalement, un clic, 2 clics, pas plus, parce que sinon, en tant qu'utilisateur, ça va me gonfler. Et je vais skip. Donc, j'essaye vraiment d'avoir le bon ratio là-dessus. Ok, merci. Moi, je vois pas si on est bon, on va manger. Hein. Ouais, ça c'est bien ça comme idée. Bah, merci à tous.